Donc ici, Henri, on est chez toi, là où tu réalises tes ruchetrons. Donc ce que je constate déjà, c'est que tu utilises apparemment que du châtaignier. Donc est-ce que déjà tu peux nous expliquer l'essence, la raison pour laquelle tu utilises cette essence de bois? Alors le châtaignier, on est en Cévennes. Oui. On est en Cévennes. Le châtaignier a une place importante dans la forêt cévenole pour des raisons économiques et puis des raisons d'histoire. Hein. Le châtaignier il a une longue histoire dans les Cévennes. Et nous, ce qui nous intéresse, et c'est ce qui d'ailleurs a fait que la rucheton est devenu un patrimoine dans les Cévennes, c'est que le châtaignier est un bois imputrescible. D'abord, on en trouve un peu partout. Et puis, c'est une essence qui est imputrescible parce que les ruchetrons, elles se sont faites dans toute la France. Ce n'est pas propre aux Cévennes. Ça s'est fait un peu partout en Normandie, enfin, dans tous les coins. Sauf que ça se faisait un petit peu dans n'importe quelle essence parce que les ruchetrons, ça reste une rucheton. Les abeilles, à l'origine, elles ne cherchaient pas un châtaignier. Ah, oui. Voilà un châtaignier, on va habiter là. Du moment qu'il y avait un trou dans un arbre, elles y habitaient. Seulement, elles ont disparu, toutes ces ruchetrons. Elles ont disparu parce que les bois n'étant pas imputrescibles, ils disparaissaient, le rucher disparaissait, plus personne s'en occupait. Et ensuite, les ruches à câbles sont arrivées et puis tout ça a disparu. Chez nous, dans les Cévennes, les ruchétrons, d'abord c'était des sites, vraiment des sites à flanc de montagne, et uniquement garnis d'un bois qui était imputrescible. Donc on retrouve toujours des ruches qui ont certaines 200, 250 ans, ouais, qui sont toujours en place. Voilà donc pourquoi le châtaignier, c'est notre essence de prédilection pour une question de disponibilité et de temps. Alors ici on a différents stades d'évolution ou en tout cas d'avancement d'une rucheton. Donc là je vois qu'il y a juste l'ébauche qui est commencée et puis on va jusqu'à une rucheton dont tout l'intérieur a été évidé. Donc ouais, alors ce tronc qui est à l'état d'ébauche, effectivement, il y a déjà une première opération qui consiste à enlever l'écorce. Beaucoup de gens me disent ah non, 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 laissez l'écorce, je veux garder l'écorce. Ben non, l'écorce, on l'enlève, on l'a enlevé de tout temps, tout simplement parce que l'écorce, elle garde de l'humidité et elle favorise une faune à l'intérieur entre l'aubier et l'écorce qui va esquinter le tronc, hein, des mousses, des champignons, voilà. Donc on enlève l'écorce, ensuite on va passer en première phase, une phase que j'aime pas particulièrement faire, c'est la tronçonneuse. À l'époque, on travaillait avec des tarières, oui. C'était relativement long, on ne trouve plus de tarières déjà, ou très rarement, et puis c'était très très long. Ça c'était pour pouvoir transpercer le tronc de façon à ce qu'on puisse enlever les fibres beaucoup plus facilement après avec les outils adéquats. D'accord. C'est-à-dire, voilà, tiens, je vais te présenter, ça c'est la gouge. Oui. C'est un outil qui se travaille qu'à la main et c'est son propre poids qui fait l'effort, qui fait le travail. Je montrerai après. Et le ciseau, alors lui par contre il se travaille à la masse. Voilà, ça par contre, ça se travaille à la masse. Hein. La gouge, jamais à la masse. D'accord. Voilà. Donc, mais avant d'en arriver là, il faut libérer toutes les énergies qui sont dans le tronc. Dans la fibre. Par la tarière ou aujourd'hui, j'allais dire malheureusement, puis à la fois heureusement, à la tronçonneuse. La tronçonneuse, en fait, à l'intérieur, je fais une espèce de sablier. J'attaque d'un côté de façon pyramidale, un peu comme ça. Je tourne le tronc pyramidal et j'arrive à un sablier. Là, les fibres sont libérées. Et je peux travailler, ensuite, attaquer mon travail, en premier lieu avec le ciseau. Le ciseau. Voilà, après, c'est un travail de... Voilà, hein, je vais faire un cylindre, c'est-à-dire je vais creuser jusqu'à avoir un cylindre parfait dans le tronc. Et ensuite, en retournant le tronc d'un côté puis de l'autre, je vais élargir jusqu'à avoir des parois qui me conviennent. Alors, ce n'est pas tellement les parois qui me conviennent, c'est surtout le volume de bois que j'enlève. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ni la taille du tronc, on les fait toujours trop grandes, les ruchetrons. Après, il faut les porter, c'est lourd. Ce qui importe en premier lieu, c'est le volume intérieur, parce que c'est là que vont se développer les abeilles. Oui. Donc, où on va prévoir un volume relativement restreint, mais c'est quand même suffisant pour que les abeilles puissent se développer. Et ça va favoriser l'essaimage, parce que nous, on aime l'essaimage. Hein, l'essaimage, c'est la procréation.
c'est l'ensemencement de la nature autour de nous, donc nous on aime que les abeilles essaiment. Voilà. Ou alors on va faire un volume un petit peu plus grand, de façon à pouvoir éventuellement récolter un peu de miel. Avec des rayons. hausses qui sont, elles, comme on a pu le voir au rucher tout à l'heure, qui sont elles aussi réalisées dans un tronc. Ouais. Il y a deux discours. Ouais. Il y a, si on se reporte à ce qui se faisait dans le temps, il n'y avait pas de hausse. La hausse, les rucherons, n'étaient absolument pas faites pour avoir des hausses. On récoltait la partie supérieure au-dessus du couvain, on découpait des rayons suivant les besoins qu'on avait. Hein, on n'était pas trop gourmand dans le temps. Le miel n'était pas encore considéré comme de la pâte à tartiner, donc on prenait que ce dont on avait besoin. Et voilà. Moi, pour l'avoir pratiqué, je dois dire que cette méthode ancienne m'a toujours dérangé. Je ne suis pas fait pour ça. Creuser dans la rucheron, découper des rayons, avoir des coulures de miel, c'est une opération qui est traumatisante pour les abeilles, qui finit avec le temps, quand on a 5-6 ruches à faire, à être traumatisante pour l'apiculteur. Il y a une notion de pillage. Ouais. Bon, alors à l'époque, ils s'en foutaient complètement, ils avaient plein de ruches, etc. Bon. Aujourd'hui, moi je me suis rendu compte que si on mettait une petite hausse, tronc, on creuse un tronc, on met des croisillons, etc. D'abord esthétiquement c'est assez joli, et puis ça permet de faire une récolte de façon très rapide. On sépare la hausse au moment de la récolte, on sépare la hausse du tronc, ça dure 5 minutes, pas plus, les abeilles ne se rendent compte de rien du tout. On a du miel, on n'a pas touché aux réserves hivernales de la colonie, on referme, hein, une fois qu'on a pris notre hausse, on s'en va à la maison pour presser le miel. La ruche s'est rendue compte de rien et on n'a pas créé de traumatisme. Alors aujourd'hui, moi je préconise ça. Je préconise, mettez des... On s'en fout, ce soit des hausses-troncs, ce soit 4 planches, pas très belles même, ça ne dure pas longtemps le moment de la récolte. Avec des croisillons, ça c'est hyper important, à l'intérieur. Et vous avez votre petite récolte, vous n'avez pas enquiquiné les abeilles, elles gardent leurs provisions pour l'hiver, et puis voilà. Ok, super. Voilà, Là, alors le travail, ben voilà, hein, c'est ça, c'est... Oui, là on parlait plutôt d'apiculture, Oui, mais on là y on revient. était... Voilà, donc je vais dégrossir cet espèce de sablier là, jusqu'à le faire devenir un petit cylindre, et puis ça va se finir sur cet état là, où on voit un volume, voilà, un volume à quelque chose près, si on prenait, ça équivaudrait à peu près à un volume de Langstroth, hein. Oui, De ruche, il y a quand même une, ruche il y a Langstroth. quand même une belle... Voilà. Là, la colonie peut se développer largement, elle va mettre son couvain au milieu, par là. Ensuite, elle va monter à partir de là, ça va être des réserves au-dessus. Voilà, ça c'est classique. Ou je la récolte si j'en ai envie, ou je la récolte pas et elle sème. C'est l'histoire de la rucheron. Ouais. C'est tout ça. Voilà. Bon, ben voilà, le volume étant parfaitement ouvert, reste quand même quelques opérations, entre autres les clés. D'accord. Les clés, ce sont 3 parties en bois qui vont fermer la ruche sur le dessus, là, et qui vont faire office, non pas seulement de couvercle, mais de fondation. C'est les fondations des rayons. Vous savez que les abeilles, elles construisent du haut vers le bas, hein, le système du fil à plomb. Il faut bien qu'elles s'accrochent quelque part. Quand on met un essaim dans une rucheron, elles montent et elles vont accrocher leurs rayons à ces fameuses clés qu'on va aller voir tout à l'heure. D'accord. Voilà. Et ensuite, en descendant, elle s'accroche aux parois. Après, elles s'accrochent aux parois, il y a les croisillons. Après, on peut maintiennent. enlever les clés, rien ne va se casser la figure. D'accord, Hein. très bien. Eh bien, on va aller voir ça. Voilà. C'est parti. Alors, avant d'aller voir les clés, on va quand même vous montrer la sélection des pierres pour fermer le dessus des ruches. Alors, les pierres, c'est du schiste. D'accord. C'est du schiste, c'est des lauses que je récupère dans une des
dernière carrière de Lozère, sur le mont Lozère. D'accord. Sur le mont Lozère, à Saint-Julien-du-Tournel. Et c'est là que je récupère donc des plaques comme celle-ci. Donc ces plaques que je récupère donc dans ces carrières, je vais, suivant la dimension de mes troncs, je vais les tailler sur mesure. Donc je trace à la craie un cerclage là, je découpe avec un appareil qui n'est pas très sympathique non plus, c'est la disqueuse à diamant qui fait beaucoup de bruit, enfin, etc. Et après le travail le plus intéressant, une fois que j'ai une approche de ma lose, je vais la tailler, alors tout simplement avec un marteau. Voilà la lose en fait qui est finie. Ça a été taillé. Et le travail du taillage, eh ben, c'est un peu plus technique que ce que je vais vous montrer là. C'est qu'en fait on détermine le dessus et le dessous de la lose. Le dessous étant la partie qui est incurvée en creux. Donc si j'attaque par le dessus, donc le bombé, je vais tailler l'épaisseur de la lose de façon à enlever, comme ça avec le marteau. Là je peux difficilement le faire parce que j'ai quasiment fini. Je vais tailler 2/3 d'arrondi de ce côté-là. Puis lorsque j'aurai fait tout le tour de la lose, je la retourne, j'arrive sur la partie creuse, donc le dessous, et là je vais avoir plus qu'un tiers. C'est pour la goutte d'eau. Une goutte d'eau, voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, pour la goutte d'eau. D'accord. Voilà, et une fois que la lose est taillée, ben voilà, ça donne ça qui va se poser sur la ruche. Et alors, selon les régions, on peut utiliser quoi comme type de pierre? Alors, par exemple, en Lozère, comme on est un pays où on a du granit, où on a du schiste, où on a du calcaire, les gens, les apiculteurs qui avaient des ruchetrons, qui étaient sur le causse calcaire, Ouais. bah, ils prenaient des grosses dalles de calcaire, qui étaient quand même très lourdes, parce que ça ne se travaille pas comme le schiste, Ouais. qui sont des feuilles. Hein, voilà. Le calcaire a besoin d'être beaucoup plus épais. Voilà, bon, c'est des pierres qui sont lourdes. Hein. Par exemple, celle-là, c'était pour une grosse ruche, elle fait 40 kg. Hein. Voilà, il faut être deux. Et donc maintenant, on va aller voir ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les clés qui viennent faire la fermeture de la ruche. D'accord, eh ben, on y va. On est parti. Donc voilà, là on est devant une ruche qui est quasiment terminée, ou terminée, et vous allez nous montrer donc les fameuses clés. Voilà, donc la ruche effectivement est terminée. À l'intérieur, il y a les croisillons, il y a les trous de vol. Ici, restent les clés. Les clés, c'est donc la fondation, c'est les fondations des bâtisses. Puisque les abeilles construisent du haut vers le bas, eh ben, il leur faut des fondations. Donc ce sont ces 3 clés. Une, hop, une deuxième et la troisième clé centrale. Voilà. Et alors, comment on ouvre une ruche si les bâtisses sont collées après les clés? Ben, on a un outil, dommage, je l'ai pas. On a un outil qu'on va passer sous une lame en fer qu'on va passer sous la clé centrale ici, au ras, de façon à découper les rayons, de façon à ce que lorsque l'on va enlever cette clé, ben, on n'arrache pas tout. Bien sûr. Parce que j'ai souvent des trucs, ouais, mais quand vous ouvrez vos ruches, les abeilles sont agressives, vous arrachez tout. Ben non, on découpe dessous, on retire, terminé. Hein, donc ça, c'est les gens qui ne connaissent pas l'utilisation de la ruche-tronc. Voilà, donc, et lorsque l'on veut enlever une des deux clés latérales, on fait pareil, on passe l'outil dessous, on découpe, voilà, et on n'a plus qu'à retirer, et on a accès comme ça aux rayons des abeilles, de la ruche. Et alors, au moment où on insère un jeune essaim et qu'aucune construction n'est à l'intérieur, avant de pouvoir justement enlever cette clé, il va falloir laisser passer un certain temps quand même. Interdiction totale. Si par exemple cette année, là, maintenant, je mets un essaim là-dedans, Oui. même un gros essaim, bien fort, belle saison, et ça va bâtir, ça va construire, etc. Interdiction de toucher ne serait-ce qu'aux clés avant l'année prochaine à la même époque, D'accord. à la même période. Voilà, Ok. interdiction, on n'y touche pas. Si on veut savoir ce qui se passe dedans, je prends mon téléphone portable, je mets sur appareil photo, j'enlève la lose, un petit coup de fumée, je tire en arrière, là les loses vont se barrer parce qu'elles ne sont pas collées. Je prends l'appareil photo, clic, clic, je repose doucement et je vois la progression de mon essaim. D'accord. Si elles sont arrivées au croisillon, ce qui est bon signe. Si elles n'y sont pas encore, si elles l'ont dépassé, je vois à peu près ce qui se passe à l'intérieur de la ruche. D'accord.
Eh bien, ouais, c'est une astuce que j'aurais pas eue. Technologie au service des ruches ancestrales. C'est génial. Alors, on va rappeler que Henri a un livre et un DVD sur la fabrication de la ruche-tronc. On va vous mettre un lien sur la vidéo que vous allez pouvoir consulter. Et dedans ce DVD, vous avez toute la technique pure sur la fabrication de A à Z de la ruche-tronc. En tout cas, Henri, merci infiniment pour ce partage. Ça a été très enrichissant. Merci de vous avoir accueilli ici, c'était un plaisir. Ouais, franchement, moi j'ai vu de très très belles images et j'espère que ceux qui vont regarder la vidéo vont se régaler autant que moi aujourd'hui. Et puis on vous dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller sur www.avoruches.com pour aller voir nos autres reportages et tout ce qu'il y a d'enrichissant à voir. Ciao, bye!